Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui ? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie pour vivre sereinement. Je vous présente la 2e saison de Fleur de cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Michael Canu, mais je vous propose avant ce petit prélude. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Nous assistons à un glissement de paradigme économique à l'échelle mondiale avec l'apparition de la blockchain dans le paysage politique. L'Europe a annoncé l'euro numérique. La Chine teste en ce moment même sa monnaie numérique, le e-yuan. Et exemple d'adaptation récriée et pourtant culottée, le Salvador a déclaré le bitcoin monnaie nationale aux côtés du dollar américain que le Salvador avait adopté en 2000 ans comme monnaie locale. Le cours du bitcoin a atteint aujourd'hui à peu près 40 000 € à l'heure où je vous parle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il attire de plus en plus d'adeptes. Et il n'est d'ailleurs pas rare de rencontrer des personnes, qu'il s'agisse de votre entourage plus ou moins proche, qui achètent régulièrement des crypto-monnaies. Pour certains, notamment pour celles et ceux en quête d'un idéal de liberté et de transparence dans les communications informatiques et de protection des données, la blockchain est un chef-d'œuvre. En revanche, le succès de la blockchain a effrayé grandement les États, mettant à mal leur souveraineté monétaire. Certaines crypto-monnaies, comme le bitcoin, sont déflationnistes, incontrôlables par des entités étatiques, car la décentralisation est par principe inhérente à la blockchain. Avec les crises économiques mondiales successives, le système monétaire actuel ne convainc plus trop. Depuis sa désindexation sur l'or, la monnaie fiduciaire, comme son nom l'indique, repose sur la confiance. Or, cette confiance est quelque peu écornée au fil des décennies. Le projet Terre Noire de Michael Canu sonne presque comme un roman de science-fiction. Et pourtant, grâce à son projet de blockchain, il permet aux individus de transmettre des informations et des données à leur postérité pour l'éternité. La transmission est inhérente au phénomène qu'est la mort. On naît pour mourir, mais avant, pour recevoir des savoirs issus de passés révolus, et ensuite donner à la prochaine génération ces savoirs que nous avons étayés, transformés, ou des savoirs que nous avons créés et inventés. J'ai grand plaisir de recevoir aujourd'hui Michael Canu sur Fleur de cactus, avec qui je vais parler blockchain et crypto-monnaie. Là, je pense que l'audience de ce podcast va se demander dans quelle direction je m'embarque, car en effet, le lien entre blockchain et impermanence semble de prime abord assez ténu. Michael, tu es le CEO de Terre Noire, tout à fait, un projet blockchain au contour humaniste particulièrement marqué. Mais avant d'en dire plus, j'aimerais aborder avec toi la notion de transmission qui est au cœur de ton projet de vie. Qu'est-ce que la transmission pour toi, Michael ? Alors bonjour Susanna et merci pour l'invitation. La transmission pour moi est un échange d'informations d'un groupe de personnes ou d'une personne à une autre et qui est censé être préservé dans le temps. Et est-ce que cette notion de transmission a toujours été essentielle pour toi ? Oui, depuis le début, j'ai eu dans ma vie personnelle un manque d'informations provenant de ma famille, de mes aïeux, et donc j'ai décidé ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, et d'où le projet, d'où cette réflexion autour du projet Terre Noire, et d'où cette création du projet. J'ai entendu une anecdote que tu as racontée dans un autre podcast, où tu étais à la recherche des traces d'un oncle
qui avait peut-être fait la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, je ne me souviens plus très bien. Et ça t'a beaucoup frustré? Alors c'était en effet, oui, à la genèse du projet, il y a eu plusieurs choses dans ma vie personnelle, dont celle-ci, qui au final, j'ai, comme beaucoup de personnes, essayé de récupérer des informations sur mes grands-parents, sur mes oncles, sur les sites de généalogie, donc ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Et finalement, on peut pas. Alors, il y a vraiment que très peu de personnes qui ont laissé des traces, on va dire, avant la Première Guerre mondiale, parce que les archives ont été brûlées. Et donc, moi, malheureusement, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas pu retrouver finalement aucune trace des personnes que je recherchais. Et j'étais totalement frustré de même pas avoir. Alors, j'ai eu un nom, j'ai pas eu de photo, j'ai pas eu d'histoire, j'ai eu aucune émotion, c'était juste un nom sur une liste comme une autre. Et ça m'a frustré, ouais. Quelle est ta Madeleine de Proust, cette chose qui te renvoie instantanément dans ton enfance avec nostalgie? Alors, c'est mes sens, je pense. C'est souvent lié au sens. Donc, une odeur, un bruit, c'est généralement ça. Donc, la semaine dernière, j'étais avec les enfants visiter une serre de papillons, un truc très, très, très basique. Et c'était très humide. C'était de la vieille pierre. Et en sentant cette odeur, tout de suite, je me suis retrouvé au Japon où j'ai vécu pendant 10 ans. Donc, à côté de la maison où j'habitais, il y avait un centre onsen, un centre pour prendre des bains. Et il y avait exactement cette odeur-là. Et j'ai pu me projeter 20 ans auparavant, grâce juste avec l'odeur. Et petite fun fact, mon fils qui était avec moi, en arrivant sur place, il a dit « Oh, ça sent papy !» En parlant de son papy japonais, il a eu exactement la même sensation que moi en arrivant dans ce lieu-là. Ça peut être de la musique, donc des musiques qui m'ont aidé. J'ai eu une période très solitaire où j'étais très seul au Japon et j'avais des musiques que j'écoutais ou dans des moments clés de ma vie ou des périodes où j'écoutais souvent la même musique. C'est pareil. Des fois, juste un déclenchement de son, un bruit, une chanson, une parole peut faire travailler les émotions et me faire revenir dans mon passé. Il y a plein de choses. Heureusement, c'est souvent lié, alors là, je t'ai parlé du côté souvenir où je me sentais un petit peu seul au Japon, mais c'est généralement quand même souvent sur des choses positives, c'est souvent lié au bonheur, on va dire, généralement, dans la majorité des cas. Oui, de toute façon, et la Madeleine de Proust, quand il parle de ça à la recherche du temps perdu, c'est vraiment un moment où il se retrouve un peu en sécurité, quand il repense en fait au moment où sa tante lui donnait un petit morceau de madeleine qu'elle trempait dans le thé et qu'elle lui donnait à chaque fois ce petit morceau. Un jour, je crois qu'il est en train de boire un thé et à ce moment-là, ça le projette dans cette période de sa vie. Et tous les détails remontent en fait. Généralement, c'est vrai quand on a cette, comment on dit, réminiscence, on a tous nos sens en fait qui sont en alerte et c'est ça qui est assez magique. Mais d'ailleurs, je verrai plus tard par rapport à ton projet s'il y a des notions comme ça que tu voudrais mettre en place. Mais on y reviendra. Ouais. Et juste pour un point supplémentaire juste sur ce point particulier, donc sur ce retour d'émotion, je me suis aperçu aussi que jamais je ne réussirais à revoir cette émotion comme je l'ai eue il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. J'ai essayé parfois un exemple, j'ai regardé Dragon Ball Z beaucoup quand j'étais petit, mais vraiment j'adorais ça. J'étais au collège, j'étais à l'école primaire, et j'ai eu une fois un générique passé et j'ai eu toutes ces émotions qui sont revenues. Le plaisir que je prenais à regarder ce dessin animé le mercredi après-midi dans la maison, on n'avait pas école. Donc, et si je remets aujourd'hui ce même dessin animé, ça n'a plus du tout la même saveur, plus du tout la même, la même intensité. Et finalement, je pense que ces émotions qu'on réussit à retrouver du passé, faut pas aller les chercher. Enfin, du coup, je vais plus les chercher. Je suis heureux, j'ai ressenti ça, mais je vais pas gratter. Je trouve que ça peut décevoir de récupérer les émotions ressenties auparavant. Et j'aimerais revenir un peu sur cette notion de transmission. Est-ce que toi-même, tu as eu une figure féminine ou masculine qui t'a transmis des clés fondamentales pour mener ta vie aujourd'hui ? Alors, mes deux parents, je pense, très simplement. Donc, ma maman qui est toujours, qui est femme assistante maternelle. Donc, elle a toute sa vie adopté des enfants. Donc, j'ai une grande sœur et un petit frère, on va dire, de sang. Mais j'ai 3 petits frères et 2 petites sœurs qui sont pas de sang, mais que je considère comme frères et sœurs. Et donc, elle m'a appris ce côté, famille, amour, et elle a chéri autant
le fils de sang que le fils adopté. Donc d'accepter ces enfants qui viennent d'un contexte difficile, qui ont des difficultés parce que malheureusement les bases elles sont pas saines, mais réussir à les aimer, à les faire grandir, j'ai toujours pris, on va dire, ce côté de ma maman en exemple. Et mon père, lui, a tout donné, a sacrifié sa vie pour la famille. Donc, il a toujours travaillé très dur. Il n'a jamais eu aucune passion, aucun hobby, sauf de faire en sorte que sa femme et ses enfants soient heureux. Et heureusement, ils sont tous les deux toujours présents, ils sont toujours très proches de moi. Et donc, ce qu'ils m'ont transmis, on va dire, peut-être mon papa, je résumerai la valeur du travail, la valeur de la famille, très très famille. On est franco-français, mais c'est un petit peu à l'image de la famille italienne, tu sais, où le papa il préserve vraiment toute la famille, et du côté maman, ça va être la transmission de l'amour, clairement. Mais c'est marrant parce tout ton projet, donc Terre Noire, on va en parler. Il y a vraiment une forte dimension de la transmission, comme on va le voir, mais aussi de la famille, de l'héritage en fait. À quel moment tu t'es justement intéressé à la blockchain ? Donc la blockchain qui est fondamentalement ton travail aujourd'hui, parce que tu as créé un projet de blockchain qui s'appelle Terre Noire. Alors j'ai commencé à travailler sur la blockchain, donc à m'y intéresser en 2014-2015 et à travailler dessus en 2017 à peu près. Donc je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Cement, qui est un outil qui permet aux syndics de copropriété d'outiller les assemblées générales, les incidents et voilà tout ce qui gravite autour de la copropriété. Et donc on a dû trouver une solution pour éviter les malversations sur les PV d'AG. Et donc on a décidé d'utiliser la blockchain pour figer le PV d'AG, le rendre immuable. Et c'est les premiers travaux que j'ai réalisés dans la blockchain. Ça m'a permis vraiment d'aller au cœur, de découvrir la blockchain et d'aller au profond de la technologie, au plus profond de ce que je pouvais dans la technologie. Tu parles de transparence, et la transparence est inhérente au fonctionnement de la blockchain. Qu'est-ce qui t'a fasciné de prime abord dans la blockchain ? Ce qui m'a fasciné, c'est d'une part la facilité. Alors il y a plusieurs étapes au final quand tu découvres la blockchain. D'un aspect technique, donc je voyais ça d'une façon assez opaque au début. On comprenait à quoi ça pouvait nous être utile, sans comprendre la technicité. Et une fois qu'on a commencé à l'utiliser, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus simple que ce qu'on utilisait, sur cette période pour garantir des datas. Et donc c'était ma première approche, c'est de découvrir que c'est pas si compliqué que ça, et donc de m'y intéresser un petit peu plus. Ensuite, après, il y a cette notion, en effet, du fait qu'il y a pas de gouvernance ou une gouvernance de la blockchain par les gens qui participent au réseau. Et donc, il n'y a pas de tierce personne, de tierce entreprise qui a un mot à dire, qui prend une commission et qui fait l'intermédiaire entre deux personnes ou deux services. Donc, ça m'a fasciné. Et en fait, je suis plongé dedans après totalement. Et donc, j'ai découvert d'autres aspects qui aujourd'hui deviennent le corps, le cœur du projet Terre Noire. Donc ça va être le fait de garantir que, vraiment en étant simple, parce que je sais que tu n'as pas forcément un audimat de personnes qui sont très très techniques, parce que la blockchain c'est très technique, mine de rien. Donc pour te le faire vraiment simplement, on garantit qu'une information ne pourra pas être ni modifiée, ni effacée, ni corrompue par quoi que ce soit. Donc, pour ce faire, c'est quand tu utilises, je sais pas, on va prendre Dropbox. Dropbox, c'est un service qui conserve tes fichiers, mais c'est une entreprise. Donc, même si c'est encrypté comme ils le disent, elle a quand même finalement la possibilité de voir comment est ton fichier. Ce qui est crypté, c'est le passage entre ton ordinateur et le leur, mais pas chez eux, c'est pas forcément crypté. Et donc, tu as ce stockage qui est dans une entreprise, donc il y a un risque parce qu'ils peuvent le voir, et si demain l'entreprise ne fait pas son travail de sauvegarde, tu peux avoir les données qui sont effacées. Ça paraît impossible aujourd'hui, mais tu as OVH qui est le leader français, qui est même sûrement l'un des leaders européens, qui a eu je sais plus combien de centaines de sites qui ont disparu parce qu'ils ont un centre de savoir qui a brûlé. Donc c'est des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Donc ça corrige déjà ces deux défauts, donc tu es sûr que c'est totalement anonyme, que personne n'a la main dessus, que ça peut pas être effacé parce que chaque copie que tu fais, contrairement à Dropbox, chaque fichier que tu envoies va être multiplié sur plein d'autres serveurs, et ce qui fait que si l'un des serveurs est détruit, tu en as plein d'autres copies partout.
Si on voulait définir très simplement ce qu'est la blockchain, on pourrait dire que c'est une technique de stockage et de transmission de l'information. Est-ce que toi, tu aurais une autre définition peut-être un peu plus concrète ? Moi, je parlerais plus de décentralisation. C'est vraiment le terme utilisé dans la blockchain, c'est l'information n'est pas contenue à un seul endroit, elle est contenue sur plusieurs serveurs différents. Après, il y a différents types de blockchain. Mais grosso modo, c'est ça. Le Bitcoin, qui est la première blockchain la plus connue et la plus solide. Une transaction, donc c'est une écriture. Alice envoie un Bitcoin à Bob. Cette information-là, une fois écrite par des systèmes d'algorithmes et par cette décentralisation, fait que personne ne pourra un jour contredire que cette transaction a été faite un jour. Donc c'est vraiment ça, tout est parti de là. J'aimerais maintenant parler de Terre-Noah et de savoir concrètement quel est le cas d'usage de cette blockchain, de ce projet blockchain que tu as créé. Mais avant, tu m'as confié en off que ton pire souvenir avait un lien intrinsèque avec le projet Terre-Noah lui-même. Est-ce que tu pourrais nous raconter ? En fait, donc le moment particulier, donc le plus difficile de ma vie, ça a été les fausses couches à répétition de mon épouse, surtout la première fausse couche qui a été très dure, parce que on avait fait l'erreur, comme beaucoup de jeunes couples font, de pas attendre, d'être trop serein, d'être certain que tout va bien se passer, d'annoncer à tout le monde que le bébé allait naître, de trouver un nom bébé pour le perdre quelques mois après, on va dire quelques mois après. Donc c'était un moment très dur et en effet ça m'a, on va dire, inspiré. Bon, j'ai ce côté très familial, donc c'est forcément, ça a été un drame dans ma vie. Pour mon épouse aussi, et ça s'est pas passé une fois, ça s'est passé 6 fois, ça s'est passé 7 fois. Jusqu'à la fin, juste pour à la fin, que les docteurs nous disent, mais de toute façon, c'est pas possible, vous allez pas pouvoir avoir d'enfants. On est voir des spécialistes et que le jour où on nous apprend qu'on peut pas avoir d'enfants, mon épouse était enceinte et du coup, le fœtus était fiable, donc comme quoi, pas toujours désespéré même dans les moments les plus durs. Et donc ça a été une source d'inspiration. On va dire que ça a été une brique supplémentaire dans la sphère familiale. Donc il y a eu en effet le fait de ne pas pouvoir retrouver des informations, le fait de ne pas réussir aussi à avoir des enfants. Et ensuite, donc cette naissance de ma première fille, de ma fille, ma première enfant qui s'appelle Misaki en 2012, m'a en effet, fort de ce passé, déclenché plein de choses. De me dire, voilà, je suis content, elle est née, donc j'ai fait, le premier réflexe, j'ai créé parce que je suis très, très, on va dire, pas geek comme on dit, on va dire, vulgairement, mais je suis très addict aux technologies. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de lui créer un compte Gmail et de lui envoyer des vidéos, une fois par mois, des photos, et en me disant, voilà, le jour où elle aura ses 18 ans, je lui donnerai les clés de son compte Gmail et elle aura un patrimoine historique qu'elle n'aura jamais vu. Les secrets de papa et maman quand tu étais petite, ce qu'on a fait, parce que ça on le transmet pas ou on le perd. Et donc j'ai commencé à créer un compte pour lui transmettre ça. Et est venue quelques mois après cette notion de transmission. Mais si finalement il y a peut-être autre chose à transmettre que ça, peut-être que Gmail c'est pas une solution parce que ça reste une entreprise. Les idées sont nées à partir vraiment de ces éléments, de ces parties-là, de ces événements-là. Et à ce moment de ta vie, vers quoi tu t'es tourné pour trouver refuge et pour essayer aussi d'y trouver une inspiration et de trouver un élan pour continuer à vivre ? Car il me semble qu'à ce moment-là de ta vie, tu as redécouvert les mythes fondateurs de l'humanité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, de spiritualité. Enfin, je pense que la spiritualité m'a aidé à traverser cette épreuve. Donc j'ai été éduqué dans une tradition, on va dire, très chrétienne. Et donc j'ai toujours, on va dire, été à la messe pour être à la messe, parce que mon papa, il est très catho, et il faisait il aidait les enfants de cœur. J'étais enfant de cœur pendant quelques années. Je le faisais parce qu'il me demandait de le faire pour lui faire plaisir. J'ai dû faire ma communion, ma confirmation. J'ai fait le package, on va dire, standard qu'on faisait dans la famille. Et en fait, j'étais simplement, je suivais le truc, quoi. Je n'allais pas forcément à l'église. J'étais là parce qu'on m'avait mis là, finalement, quoi. Et forcément, après ces drames, la première chose qu'on a comme réflexe, c'est de la haine. Enfin, c'est pas de la haine, mais oui, peut-être un peu de haine, peut-être un peu de souffrance qui emmène à essayer de trouver un responsable.
Et moi, le responsable que j'ai trouvé, c'était Dieu. Enfin, je veux dire, c'est Dieu, c'est que n'existe pas. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui puisse exister et qui nous fasse subir ça, à mon épouse, à moi. Et donc, j'ai eu une espèce de réaction où je me suis dit, non, mais si j'ai déjà un refus, donc clairement, hein, et voilà, j'ai tout évacué. Et un peu plus tard, j'ai voulu me reconstruire autour de la spiritualité en me ressaisissant, en me disant, mais en fait, il y a quelque chose qui existe, il y a un principe créateur. Je veux pas, accepter ce qu'on me dit. Je veux le chercher. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai aussi commencé je peux pas parler d'études, mais j'ai commencé, on va dire, à lire énormément de livres sur les traditions, sur les mythologies, pour me faire mon idée à moi de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort, de ce qu'il y a ou pas après la mort. Et j'ai avancé sur ces réflexions-là. J'ai trouvé des réponses à mes questions. Et tu es tombé sur Gilgamesh, tu m'as dit. Gilgamesh, c'est l'épopée qui me plaît le plus parce que il y a tout dedans. Enfin, je pense que tu pourrais lire la Bible ou tu pourrais n'importe quel livre qui serait beaucoup plus lourd à comprendre. Là, l'épopée de Gilgamesh est très symbolique et il y a tout dedans. Je veux dire, du début à la fin, et j'aime beaucoup le relire. Et je découvre des nouveaux sens à chaque fois que je relis ce livre. Et il a cette quête de l'éternité. Il veut devenir, il cherche son Graal à lui, donc cette fleur qui va lui permettre de ne pas vieillir. Et la dernière lecture que j'ai eu une nouvelle interprétation de ce plongeon dans je sais plus dans quelle mer pour aller chercher cette fleur et cette attaque du serpent à chaque fois qu'il essaie de remonter. Et donc tu as plein de sens que tu peux donner et j'aime beaucoup. En plus, il est facile à lire, il est inspirant. Et ouais, je pense que c'est mon épopée préférée. Il me semble aussi que dans ces traditions et dans ces mythes de l'humanité, l'oralité est très importante, c'est-à-dire que tout est transmis oralement. Et je crois que c'est ça que tu voulais préserver, en fait, cette transmission orale, essayer de la rendre aussi efficace dans notre temps, parce qu'à cette époque-là, donc, tout se transmettait oralement, mais on connaissait tout, l'arrière-grand-père, et on pouvait remonter comme cela. C'est avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on va y arriver maintenant, surtout avec ton projet, mais finalement, on a très peu connaissance de nos arrière-grands-parents. Moi, je sais, quand tu m'avais posé la question, je me suis dit, non, c'est vrai, je suis même pas sûre du prénom de mon arrière-grand-mère. C'est la tradition orale qui s'apprenait plus ou moins par cœur, on en faisait des histoires, on en faisait des contes, on racontait aux enfants, on transmettait ça. On parlait de Gilgamesh, c'est la Mésopotamie où ils ont aussi créé l'écriture cunéiforme, où ils ont commencé, au début c'était que de la compta finalement, c'était bien. Mais après quand on a commencé à utiliser des supports qui se perdaient, donc je pense que la première étape de la perdition de l'information, c'est d'avoir des supports qui se sont perdus. Donc d'arrêter la transmission orale et peut-être d'avoir des supports qui se sont perdus. Et aujourd'hui c'est qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations, il n'y a plus de transmission. Et finalement, Internet qui devait permettre à tout le monde de communiquer, on le fait, évidemment, on communique tous en temps réel, mais on n'a plus d'histoire, quoi. Michael, est-ce que tu peux nous dire maintenant ce qu'est Terre-Noire ? Alors, Terre-Noire, on l'a brandé en la blockchain de la time capsule. Le concept est d'offrir la possibilité à n'importe qui, très simplement, de pouvoir envoyer des photos, des vidéos, des médias, des fichiers PDF, n'importe quel type de médias, de les envoyer à une personne, à la personne qu'on le souhaite, donc ça peut être un proche, ça peut être un ami, de la famille, peu importe, et avec un système de protocole qui permet de définir quand ce message sera envoyé. Donc il y a différents protocoles. Le premier, c'était le Death Protocol, le protocole de la mort, qui va détecter quand la personne est partie et va transmettre donc cette fameuse time capsule à la personne qui était censée la recevoir. Donc on a d'autres protocoles qui vont être dans le même type. On a le Countdown Protocol qui va vous permettre de définir une période. Donc voilà, si pendant 4 ans je ne me connecte pas ou je ne passe signe de vie, l'information sera transférée à la personne que j'ai définie. On a une date précise, donc le D-Day protocole. Voilà, je veux que le 20 juillet 2047, cette capsule soit envoyée à cette personne-là. Donc voilà, en gros, très schématiquement, ce que fait Terre-Noire. Et vous avez créé une crypto-monnaie. Exactement. Donc généralement sur les projets blockchain,
tu as un modèle économique qui est créé avec un token, donc avec une crypto-monnaie, qui va être utilisé pour acheter des capsules et envoyer des médias. Pour le faire aussi très schématiquement, imagine que je vais dans un petit village, dans ton village, et je te dis, voilà, je vais créer un manège dans ton village, il n'y a pas de manège. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Tu vas me dire oui. Je vais te dire, j'ai besoin de financer ce manège. Je te vends aujourd'hui les tickets de manège à 1 centime. Ça va me permettre de financer la création du manège. Et quand le manège sera créé, ça coûtera 1 euro le ticket, tu pourras revendre ton ticket à 1 euro. Donc c'est comme ça que sont financés généralement les projets blockchain. C'est un token, donc qui est une crypto-monnaie, qui va être vendu moins cher au début pour permettre le développement du projet. Et les personnes qui achètent cette crypto-monnaie pensent que finalement le projet va fonctionner, ça aura une vraie utilité plus tard, et seront capables de revendre la crypto-monnaie qu'ils ont acheté pas cher, la revendre plus cher plus tard. Mais c'est ça, c'est qu'avec Ternois, il y a des cas d'usage qui sont vraiment concrets et qui sont inscrits dans des besoins d'aujourd'hui. Et c'est là où j'aimerais en venir. Comme tout projet d'entrepreneuriat, tu as dû faire une étude de marché et donc aussi une étude sur les besoins concrets de tes potentiels clients. Quels sont ces besoins que tu as identifiés sur le terrain? Alors, on ne parle pas de clients ni d'études de marché dans la blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, on crée un produit qu'on donne. D'accord. Nous, on n'a pas de business model, on n'a pas de business plan à faire. On donne une technologie, on offre une technologie à ceux qui veulent l'utiliser. Tu me parlais des use cases, c'est ça, des cas d'usage qui vont être utilisés. Donc, on a forcément le premier cas d'usage qui est ce système de capsules. Mais on a très rapidement les notaires qui se sont bien entendu intéressés au sujet, qui nous ont dit écoutez, votre truc qui peut être bien pour tout ce qui va être les partages d'histoire. Et donc on travaille aujourd'hui avec certains notaires de France pour pouvoir permettre aux gens qui souhaitent transmettre autre chose que sur l'aspect financier à leurs descendants des informations. On a très rapidement Dominique Ponce qui est président de la clinique Pasteur à Toulouse. J'espère que je ne me suis pas trompé, qui lui donc, alors déjà est déjà dans le sujet parce qu'il a créé un projet qui s'appelle Eternesia. Il essaye de créer la mémoire universelle de l'homme, donc il est déjà très connecté à tout ça. Et donc il souhaite offrir Ternois aux gens qui sont en soins palliatifs pour leur permettre de transmettre la dernière capsule. Alors ça c'est pareil, on a parlé avec beaucoup de psychologues. Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à dire je t'aime sur le lit de mort. Donc c'est pas possible de le dire, ils peuvent pas dire le message, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a un manque d'information, un manque de communication, et il a proposé pourquoi ne pas offrir à ces gens-là de mettre au dernier moment les dernières choses qu'ils ne réussiraient pas à dire et de les envoyer via la capsule. Donc on a aussi ce deuxième use case qui est venu très rapidement se greffer. Après dans la finalité du projet, la vision à long terme, je suis très confiant sur la technologie de la réalité virtuelle. Donc j'ai mon petit casque, on se fait des conférences, on se fait des sessions. D'abord, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est quelque chose de bluffant aujourd'hui. Et dans la réalité virtuelle, on est capable de composer facilement des pièces, des maisons. Et donc, à terme, on aimerait que Ternois soit connecté directement à cette espèce de maison virtuelle dans laquelle chaque membre de la famille pourrait pas simplement, on va dire, transmettre une information de façon basique, comme un blog roll avec des photos, des vidéos. Il pourrait le transmettre en créant sa pièce. Donc, il pourrait avoir un canapé avec une télé. Sur la télé, il pourrait diffuser les médias qu'il aimait bien. Il pourrait avoir de la musique aussi, une platine sur laquelle il a présélectionné les musiques qu'il a mis dans sa capsule, mais qui sont, on va dire, réorganisées de cette façon-là, changer son papier peint. Il pourrait même reproduire la maison dans laquelle il est, pourquoi pas. Et l'idée, c'est qu'avec Ternois, on a ce système de transmission qui permet donc aussi à la personne qui va recevoir l'information de la retransmettre aussi, bien entendu. Donc d'avoir un nouveau maillon à cette chaîne qui est l'arbre, enfin un arbre ou une chaîne, peu importe, mais d'un nouveau maillon qui permet de retracer toute l'histoire de la famille. Et imaginer dans 15 générations pouvoir monter dans une maison en réalité virtuelle et de traverser le temps. D'où le nom Ternois, il y avait ce terme de l'éternité, d'avoir cette sensation de... Alors, déjà, les personnes qui partent n'ont pas peur de mourir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur de mourir, mais qui ont peur d'être oubliés. Donc, on pourrait aussi leur dire, voilà, n'aie pas peur, tu ne seras pas oublié, on pourra te visiter et se rappeler de toi dans 10 générations, dans 100 ans, dans je ne sais pas combien d'années, grâce à une maison virtuelle. Et vous êtes mis en contact avec des universitaires en anthropologie ou sociologie parce que ça peut être, c'est hyper intéressant en fait de pouvoir capturer
dans un temps X, ok, la réalité était comme ça, les maisons étaient comme ça, les usages étaient comme ça, et de pouvoir en fait préserver dans le temps une période donnée avec énormément de détails. Et donc on n'est plus dans le livre, mais on est dans l'image. Et donc on est dans le ressenti, et puis comme tu parlais de réalité augmentée, tous les sens sont sollicités dans cette expérience-là. Alors on n'a pas, non pas encore, très honnêtement pas encore. Par contre on a eu des contacts avec les Mormons qui, alors je suis très éloigné de tout ça, mais de ce que je comprends, ils gèrent tout ce qui va être la généalogie mondiale, donc ils travaillent énormément dessus, et donc on a eu des premiers contacts avec eux, mais voilà, c'est pas forcément facile à toucher quelqu'un de cette communauté. Donc on a eu 1 ou 2 échanges il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi et 2 ans, et voilà, pour l'instant pas trop de news de ce côté-là. Mais oui, en effet, ça c'est pareil, de pouvoir travailler sur la généalogie et sur, ouais, ce serait intéressant, ouais, bien sûr. Et à ton avis, pourquoi les personnes qui sont en fin de vie ont tellement de mal à dire je t'aime à leur entourage? Est-ce que tu dis fréquemment, enfin, est-ce que je sais pas si tu as toujours tes parents, mais est-ce que tu leur dis je t'aime toi aujourd'hui? Est-ce que tu réussis à leur dire je t'aime? Eh bien, j'ai une relation particulière avec mes parents, mais par contre, je le dirais plus facilement à mes grands-parents, tu vois. À mes grands-parents, D'accord. si à ma marraine, à mon père, j'ai une sensibilité, j'ai une chaleur, en fait, je suis très chaleureuse, j'aime le contact et l'affect. Et donc, je pense que quand on est à un moment de sa vie où on n'a plus rien à perdre, je suis étonnée, en fait, d'entendre qu'il y ait des personnes... Non, malheureusement, il y a toujours des personnes qui réussissent pas. Et j'ai un ami qui s'occupe des soins palliatifs au Pays Basque et qui donne comme conseil aux gens qui sont en fin de vie de dire je t'aime, juste ça, quoi. Et certains ne réussissent même pas. Donc, et du vivant, c'est pareil. Combien de fois tu vas dire... Alors, moi, j'essaie de pas le faire parce que j'essaie d'avoir ce recul, justement, parce que j'ai travaillé sur la mort, sur la vie. Mais combien de fois tu entends « Oh putain, je lui ai pas dit quand il était vivant à quel point je l'aimais, les regrets, j'aurais dû le remercier parce qu'il m'a fait ça. » Ça, dites-le de vos vivants. Il faut le dire de son vivant. Il faut pas attendre, il faut pas être timide, il faut pas se sentir faible de dire « Je t'aime » parce que j'ai entendu ça. Non, mais c'est une marque de faiblesse de dire « Je t'aime ». Donc, tu vois, et donc tu as beaucoup de gens qui réussissent pas à le faire. Et alors tu leur donnes une solution, voilà, dites-le, et si jamais vraiment vous le dites pas, bah, transmettez-le. Mais il faut que les gens puissent le savoir. Et après, t'as aussi des gens qui ont des secrets de famille, qui ne peuvent pas dire, mais qui voudront un jour que ça puisse se savoir. Des enfants qui sont pas forcément annoncés, alors ça, je parle du côté un peu dramatique, mais il y a d'autres secrets de famille qui sont perdus, mais qui sont des secrets, mais qui devraient être transmis, mais qui sont perdus. Et ça permet aussi, Terre-Noire permet aussi de transmettre ça, ouais. Ben, en fait, paradoxalement, qui pourrait être transmis pour justement arrêter que ces épreuves soient transmises de génération en génération. Casser un peu le karma, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est la vision que j'ai, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on traîne d'un point de vue transgénérationnel. De génération en génération, on se retrouve toujours avec les mêmes schémas psychologiques, les mêmes schémas familiaux. On ne sait pas pourquoi. Ah ouais, puis ça casse pas. C'est parce qu'il y a un tabou qui est là et qui n'est pas résolu. Mais je me disais même quelqu'un qui est totalement rejeté de la famille et qui voudrait quand même créer un lien et laisser une trace de lui, c'est aussi une manière de... Mais bon, c'est incroyable, votre projet est magnifique en tout cas, félicitations. Merci. Et dans l'adoption, on a bien entendu aussi j'ai rencontré 2 profils de militaires. Le militaire qui sait qu'il part en mission et qui a un réel danger, bien entendu, parce qu'ils vont pas, même si c'est pas comme avant, il reste quand même un danger. Et donc eux, la transmission, de pouvoir permettre à leurs femmes. Alors on a aussi un protocole qui est le consent protocole. Donc tu choisis dans ton entourage 4 ou 5 personnes. Si les 4 ou 5 personnes demandent à récupérer l'information et que toi tu ne t'y opposes pas, l'information est transmise. Donc ça marche pour les AVC, ça marche pour les accidents, ça marche aussi pour un départ et un retour où tu dis voilà, quoi qu'il se passe, mon épouse elle aura tout de suite en un clic les papiers à fournir pour le funérarium, les comptes d'accès à la banque, parce qu'il y a des choses que tu partages pas de ton vivant mais que les personnes vont avoir besoin quand tu vas plus être là. Moi, mon épouse qui n'est pas française, si je pars, je sais qu'elle va être ça va être
quelque chose de très très lourd en plus du deuil à gérer, ça va être administratif. Donc on peut aussi utiliser ça pour faciliter, fermer le compte Facebook, c'est tout bête, tu vois, mais qui rajoute des choses à gérer dans des moments difficiles, dans les moments les plus difficiles. Ouais. Est-ce que ton meilleur souvenir a eu une influence encore plus forte sur ce projet professionnel ? Le meilleur souvenir et le pire souvenir, c'est vraiment dans ma vie, c'est l'alpha et l'oméga, la naissance et la mort. Donc c'était bien entendu très très inspirant cette naissance, cette peur de pas avoir réussi, de pas dire à ma fille ce que je voulais lui dire parce qu'elle était toute bébé. Et bien entendu, ça m'a poussé à le faire. Et pour ça que j'ai commencé à bosser dessus en 2013. Ouais. Le concept a été pensé en 2013. Sans blockchain. Et donc tu as créé aussi des capsules. Ouais, voilà, c'est ça, via Google. Ça, oui. Plus les années passent, et particulièrement ces dernières années, la blockchain et les crypto-monnaies s'imposent dans le paysage politique. Or, la blockchain est basée sur un idéal anarchiste d'horizontalité, ce qui est à l'opposé du pouvoir vertical des États. Et on voit que donc, la Chine a créé le yuan, on parle de monnaie numérique européenne. Est-il possible que ces deux systèmes cohabitent longtemps, voire que l'un d'eux supplante l'autre, en l'occurrence celui de la blockchain ? Je pense pas. Je pense que tout ce qu'essaient de faire les États, les notaires qui font leur blockchain privée, c'est juste parce ils essayent de, de ne pas prendre trop de retard, ils essayent de ne pas subir ce qui est en train d'arriver, et pour ce faire, ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire. Au lieu d'adopter, ils essaient de le contrer. Et le Bitcoin, pour moi, tu pourras jamais l'arrêter. Et créer une monnaie numérique, parce qu'en fait, pourquoi une monnaie numérique est créée ? Pour pouvoir avoir les mêmes vices que les monnaies classiques, à savoir le contrôle, savoir qui a fait quoi, comment c'est fait, qui détient quoi, pouvoir prélever aussi, ça c'est dramatique sur le système. On est pas là pour parler de tout ça. Le politique, mais en fait, c'est dramatique ce qui peut être fait aujourd'hui sur le système, grâce au système monétaire. Si les gens savaient comment étaient gérées par les banques, je pense que tout le monde voudrait brûler toutes les banques qui existent. Là, cette richesse qui est créée n'enrichit que les plus riches. Tu as un côté très, en effet, comme tu dis, anarchiste sur la partie blockchain, très idéaliste sur la répartition des richesses aussi. Mais cette course, ils vont la perdre. Le Salvador, je trouve que c'est un magnifique exemple justement d'adaptation dans un monde économique de plus en plus bancal et appauvrissant. Et finalement, le Salvador, pour moi, en plus, je suis latino-américaine, je suis mexicaine. Pour moi, c'est un pied de nez aux États-Unis et aux banques américaines. C'était la meilleure d'avoir solution. adopté le Bitcoin. Je pense que c'était la meilleure solution parce que locale. tu regardes sur ce type de pays qui sont. Alors, il y a le Venezuela, il y a plusieurs pays comme ça, où finalement, ils se retrouvaient avec un pouvoir d'achat diminué par 2 tous les mois, quoi. Avec aucune solution de sortie à Cuba. Moi, j'ai une amie cubaine, ça fait 2 ans que je lui dis, mais il faut que vous trouviez une solution pour importer de la crypto-monnaie à Cuba. Et là, ils en parlent depuis 2-3 semaines. Et donc, ça va vraiment, on va dire, j'espère que ce paradigme va changer, peut-être pas demain, mais les choses vont évoluer, ouais. Après, forcément, les organismes financiers ont forcément peur de ça. Il n'y a aucun contrôle, ils n'ont aucun contrôle dessus, ils n'ont aucun pouvoir dessus. C'est beau. Si le projet de Michael résonne en vous, je vous invite à aller voir sur le site web de Ternoa, ternoa.com, Ternoa, la blockchain des capsules temporelles. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et vous pouvez toujours suivre l'actualité de Fleur de Cactus sur mon compte Instagram au nom de Susanna Darcambel. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle journée.